Voilà, donc là, on a vu les principaux critères de qualité sur la certification carbone, on a vu ce qui existait sur les démarches financeurs, et là, je vous propose de regarder un peu à quoi ressemblent les marchés carbone aujourd'hui. Donc, je reviens à ma slide sur la distinction demande de conformité et demande volontaire, mais actualisée aujourd'hui. Donc, côté demande de conformité, je rappelle, on parle de gens qui ont des obligations réglementaires de réduction d'émissions. Côté volontaire, ce sont des démarches qui sont indépendantes de contraintes réglementaires. Et donc, au milieu, je remets ma certification carbone, mon offre de certification carbone qui, selon les contextes, peut nourrir finalement les deux types de demandes. Donc, côté demande de conformité, aujourd'hui, ça va plus vraiment être les mécanismes de Kyoto, ça va être actualisé avec les mécanismes de l'accord de Paris, qui sont les mécanismes qu'on appelle de l'article 6, avec l'idée que donc les États vont pouvoir échanger, acheter ou vendre des crédits qui vont contribuer à leur NDC, donc leur contribution nationale déterminée. Et il y a un autre type d'acteur hors État qui est concerné par ces obligations réglementaires. Ce sont les opérateurs aériens qui sont réglementés également dans un cadre international de compensation qui s'appelle CORSIA. On continue à avoir des marchés réglementaires régionaux qui se développent. Donc pendant très longtemps, ça a été le système européen dit ETS qui a été le plus grand, mais aujourd'hui, on a de plus en plus de ces systèmes d'échange qui existent au niveau national. On a d'ailleurs à F4C une étude qui est sortie qui s'appelle les comptes mondiaux du carbone qui revient un petit peu sur les différents types de systèmes de ce type de marché réglementaire qui existent. Enfin, c'est plus large parce que ça touche aussi aux taxes carbone, mais sur lesquels vous allez retrouver le fait que voilà, on a à peu près une trentaine de systèmes d'ETS dans le monde actuellement. Pour le coup, le prix médian est autour de 20 € et comme pour les marchés volontaires, on va avoir une grande variation en réalité de prix. Et puis, il y a d'autres modalités qui correspondent à de la demande de conformité qui se développent, notamment en France. Là, j'ai mis quelques exemples. La compensation carbone des vols nationaux. Et puis, alors ça, je ne suis plus sûre dans quelle mesure c'est complètement acté, mais en tout cas, il y a l'idée que dans des centrales à charbon, les émissions de centrales à charbon réactivées devront être compensées potentiellement par des crédits volontaires qui viennent du label bas carbone. Donc ça, c'est encore une interaction volontaire conformité. Voilà. Et côté demande volontaire, là pour le coup, il n'y a pas énormément d'évolution. Ça ressemble à peu près au type de démarche qu'on avait déjà sous Kyoto, sauf que maintenant, on a des démarches qui vont se distinguer en s'appelant soit de compensation carbone, de neutralité, de contribution, etc. Il y a aussi un certain nombre d'États qui commencent à établir des marchés nationaux et régionaux volontaires pour mettre des critères. Et je vais revenir dessus, mais là, on parle en 2021 de 500 millions de tonnes de CO2 échangées, avec un prix moyen autour de 4 € la tonne de CO2, mais qui varie énormément. Je vais revenir sur ces questions de prix. Je fais juste un petit zoom on va surtout développer les marchés volontaires, mais sur les marchés de conformité pour essayer de comprendre l'article 6. Donc, l'accord de Paris, il propose des dispositifs pour échanger des réductions d'émissions. Et comme dans le protocole de Kyoto, on a cette dimension que ces échanges de crédits, ils doivent aussi pouvoir être une source de revenus pour des pays en développement pour financer leur développement bas carbone. Il y a deux mécanismes, principalement, qui sont évoqués dans cet article 6. Ce qu'on appelle le 6.2, qui consiste globalement à pouvoir échanger des réductions d'émissions entre États, que ce soit de manière bilatérale ou multilatérale. C'est un mécanisme qu'on peut considérer comme globalement opérationnel dès aujourd'hui. Et puis, il y a le mécanisme 6.4, qui s'appelle donc mécanisme de développement durable, cette fois. Donc voilà, ça prend un peu le relais du MDP MOC. Et ça va être un mécanisme supervisé par la Convention climat des Nations Unies, qui va permettre donc des transferts d'unités de réduction. Je laisse Claudine et Aline le son. Et donc voilà, donc, qui doit permettre des transferts d'unités de réduction d'émissions entre différents acteurs. Là, pour le coup, les règles générales sont déjà établies.
notamment ce qui vise à éviter le double compte, mais il y a encore pas mal de choses qui restent à établir. Alors justement, ce qui a été décidé à la COP26, donc étaient les règles de mise en œuvre de cet article 6, impliquent notamment le fait qu'il y ait des ajustements correspondants. Les ajustements correspondants, ça va être des mouvements comptables tout à fait nécessaires entre les inventaires, entre les comptabilités de gaz à effet de serre des différents pays. Donc, typiquement, si un pays achète une réduction d'émissions à un autre, il doit soustraire cette réduction d'émissions de sa propre comptabilité. C'est logique. Mais ce n'était pas complètement acquis, notamment pour le Brésil. Donc voilà, c'est en ça que consiste l'ajustement correspondant. Et pour le coup, ça va être le pays hôte du projet carbone qui va être en mesure, qui va avoir le pouvoir de donner son autorisation à ces projets et donc à soustraire, enfin accepter de rentrer dans ces démarches d'échange et d'achat. Il faut bien noter que l'article 6 ne régule pas les marchés carbone volontaires. Les ajustements correspondants ne sont pas nécessaires sur les marchés volontaires. Mais l'article 6 a laissé ouvert un certain nombre de portes en mentionnant notamment que les crédits type article 6.4 pouvaient être utilisés pour d'autres utilisations, other purposes, ce qui est compris par beaucoup comme incluant les marchés carbone volontaires. Ce qui veut dire que dans l'absolu, que des États peuvent acheter des crédits volontaires qui sont issus de standards volontaires, sous réserve qu'il y ait un ajustement correspondant, et que des acheteurs volontaires pourraient acheter des crédits aussi issus de l'article 6.4. Et donc, sous réserve également qu'il y ait un ajustement correspondant. Mais dans l'absolu, ce qu'il faut retenir, c'est que l'article 6 n'impose absolument pas d'ajustement correspondant par rapport au marché volontaire. Voilà, le bénéfice climat d'un projet bas carbone vendu sur le marché volontaire de base, ce bénéfice climat, il va au pays hôte du projet. Voilà. Voilà, donc ça c'était juste un petit point sur les marchés réglementaires. Je ne sais pas si ça appelle des questions avant de parler des mécanismes. Il n'y a pas eu de questions dans le chat en tout cas. Bon, ben, je continue. C'est pas toujours évident d'être clair sur l'article 6. Donc voilà, donc seconde partie, plutôt sur l'état des lieux des marchés carbone volontaires cette fois. Alors, comment ont évolué ces marchés? Je vous ai mis donc un graphique sur l'évolution historique et puis dans le petit tableau au-dessus, vous avez plutôt l'histoire récente avec la forte croissance qu'on a pu voir entre 2020 et 2021. Le graphique du dessous, il est issu des rapports Ecosystem Marketplace, qui sont les rapports encore aujourd'hui de référence sur le sujet. Il y a une publication annuelle sur l'état des marchés volontaires, même s'il y a de plus en plus d'analystes qui produisent leurs propres analyses. Ce qu'on voit sur ce graphique, c'est déjà la première phase du protocole de Kyoto. Je ne l'ai pas dit, on en avait parlé en juillet, mais il y a deux périodes au protocole de Kyoto. La première, donc 2005-2012, où on voit que finalement, en parallèle du marché de la création, de la structuration des marchés réglementaires, ben, on a un marché volontaire qui croît également. Ensuite, ce que je n'ai pas noté particulièrement, mais donc il y a une seconde phase au protocole de Kyoto à partir de 2013, qui a duré jusqu'en 2020, mais le protocole de Kyoto n'ayant pas été ratifié pour cette deuxième phase, ça a envoyé un signal plutôt négatif sur ces marchés, et donc on voit plutôt un affaissement, y compris de cette demande volontaire. En revanche, à partir de 2015 et l'accord de Paris, qui dit bien que la neutralité carbone, qui est plus inclusive dans les organisations qui doivent poser un objectif de neutralité carbone. À partir de 2015, là, on a un nombre croissant d'entreprises qui vont définir leur trajectoire de neutralité, qui vont recourir à la compensation. Et ce qui va driver cette augmentation importante, c'est notamment des très gros volumes de grosses entreprises, avec par exemple General Motors, Danone, Barclays, Microsoft,
IBM, des gens comme ça. Et le dernier point que j'ai noté, tout simplement 2021, puisqu'en 2021, on peut vraiment parler d'une année record. On a eu entre 2020 et 2021, on le voit dans mon tableau, une multiplication quasiment par 3 des volumes échangés. Et attention, je vais revenir dessus, mais on parle de volumes échangés, c'est-à-dire qu'ils ont fait l'objet d'une transaction, ils ont été vendus. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont été retirés. Retired, comme on dit ça en anglais, c'est-à-dire qu'on inclut aussi là-dedans des transactions qui ont été faites par des intermédiaires, des brokers, et pas forcément, et pas que par les utilisateurs finaux qui donc eux retirent ce crédit du marché. Voilà. Et d'ailleurs, Bloomberg a fait une estimation là-dessus, mais je reviens dessus après. On aurait en 2021 plutôt 200 millions de tonnes de CO2 retirées par des acheteurs finaux. Alors, on a, en même temps que ces volumes, on a une augmentation des prix importante. Donc oui, le graphique, c'est l'augmentation en valeur du marché. Donc, entre 2020 et 2021, on a une augmentation de... Alors, c'est facile parce que c'est très bas, mais 60% du prix. On atteint un prix moyen qui est à 4,93 $ par tonne de CO2 pour un marché au global qui va valoir 2 milliards de dollars. Donc 2021 est en ça vraiment une année assez historique avec ces 500 millions de tonnes échangées pour 2 millions de dollars au total, ce qui nous fait un crédit moyen, mais je vais revenir sur les distinctions de prix, à 4 $ la tonne. Qu'est-ce qui a créé cette augmentation? D'abord, comme depuis 2015, on a des très grosses entreprises qui sont positionnées sur des trajectoires et donc on commence à acheter des crédits, notamment des énergéticiens. Donc là, dans ce boom, il faut voir Shell, BP, Total Energy, mais aussi des fonds d'investissement, des banques, des assurances qui se sont positionnés sur leur neutralité carbone et ont acheté des crédits. Deuxième élément qui a contribué à l'explosion en 2021, c'est qu'il y a une demande issue du secteur digital, on va dire, des crypto-monnaies, avec notamment des grosses initiatives. Enfin, je ne vais pas détailler, mais ça correspond plutôt à une demande qui a été largement spéculative plutôt qu'à des acheteurs finaux. Et puis le dernier point 2021, c'est qu'il y avait cette anticipation que on va enfin avoir les règles pour l'article 6, et ce qui était déjà compris comme ouvrant des portes au marché volontaire, et donc ça a aussi été un facteur positif supplémentaire pour ce marché. Alors, ensuite, il y a l'après. Je ne vous ai pas mis sur un slide parce que des fois, ça me paraît un petit peu spéculatif, mais globalement, il y a toujours des perspectives de croissance sur ce marché. Donc, il y a une attente de la part de pas mal d'analystes à ce que 2022 poursuive cette tendance à la hausse malgré le contexte général. Et à plus long terme, donc il y a toutes sortes d'exercices de simulation qui indiquent. Alors, je vais donner des estimations moi, qui me paraissent raisonnables. J'avais fait un article dans un dossier du club pour mettre un peu en perspective les hypothèses qui étaient prises sur les courbes prospectives de ces marchés. Alors, une des estimations qui est faite, c'est qu'en 2030, on devrait avoir un marché qui porterait sur 2 milliards de tonnes de CO2. On est à 500 millions, donc une multiplication par 4 entre maintenant et 2030. Voilà, je ne vais pas en dire plus sur les perspectives de croissance, ça me paraît un peu hasardeux des fois. En revanche, un point sur donc, 2021 et sur le contexte de croissance. On est bien dans un contexte où il y a une croissance sur les marchés carbone volontaires de l'offre et de la demande, mais je voulais apporter quelques nuances là-dessus, notamment un paradoxe dans l'interaction offre-demande, qui est que d'un côté, ce que vous voyez sur le petit graphique de gauche, la reprise de Bloomberg, on est aujourd'hui, en tout cas, dans une situation où on a beaucoup plus de crédits qui sont émis, donc, par rapport aux crédits qui sont retirés, utilisés par des utilisateurs finaux. Ce qui veut dire qu'actuellement, on est dans une situation où on a un surplus, en fait, sur le marché. Ça devrait se résorber, être utilisé, parce qu'on a quand même beaucoup d'acteurs qui arrivent côté demande. Et puis, autre paradoxe, là, c'est le petit article dont j'ai pris le titre à droite, c'est que dans le même temps où il y a ce surplus, en fait, des opérateurs de marché comme Ecoact, en l'occurrence, nous disent qu'il n'y a pas assez de crédits vraiment qualitatifs par rapport à une demande qui est en train de se structurer actuellement. Voilà.
Voilà là-dessus. Donc, ça, c'est sur un peu les volumes à couvrir ça. Ensuite, qui est derrière ces transactions? Quels sont les standards qui certifient les crédits vendus? Et je vais essayer en même temps de répondre à une des questions qui avait été posée. Donc, les standards, c'est des organisations qui définissent un cahier des charges, un protocole précis que les porteurs de projets doivent respecter pour mettre en œuvre des projets bas carbone, en respectant les règles qui ont été détaillées par Claudine au début. Ça va aussi désigner qui sont les auditeurs pour valider la conformité de ces projets. Mais il n'y a pas de validation absolue de qui pourrait faire, qui est capable de faire ça, etc. Il n'y a pas de réglementation internationale là-dessus. Il n'y a que ces référentiels que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc là, ce que j'ai mis, c'est des données qui sont issues également des rapports écosystème marketplace et auxquels je me suis permis d'ajouter les ventes de crédit label bas carbone pour 2020, hein, ça a déjà beaucoup progressé, etc. Mais simplement pour vous donner une idée des ordres de grandeur, hein, le label bas carbone est un petit pousset par rapport aux grands standards qui existent. Donc, les grands standards du marché volontaire, eh ben, c'est VERA, donc VCS, Verified Carbon Standard. Ça, c'est vraiment les 3/4 du marché. Ils sont là depuis le début. Et ça a été fondé plutôt par un groupe d'entreprises au départ plutôt lié au Forum économique de Davos. Et puis, le deuxième acteur majeur de ce marché, c'est Gold Standard, qui serait un peu le pendant, c'est-à-dire que c'est un peu les mêmes types de méthodes. Puis d'ailleurs, les méthodes des deux sont très reconnues au niveau international. Mais cette fois initiées par la société civile, des ONG et en particulier le WWF. Donc de fait, voilà, ça c'est les deux principaux. On a encore pas mal de crédits qui sont échangés qui datent du mécanisme de développement propre, donc ont été certifiés par ce mécanisme onusien. Et puis, donc voilà, j'ai mis, mais en les soulignant quand même, les labels domestiques qui commencent à exister. Donc il y a des standards régionaux volontaires qui sont globalement aussi très alignés, on en a parlé tout à l'heure, sur les exigences de ces standards internationaux, mais qui restent en termes de volume incomparables. Voilà. Ensuite, j'ai fait un petit détail des prix, enfin des types de projets. Donc, on a vu les grosses barres de volume, mais alors à quoi ça correspond en termes de type de projet, à quoi ça correspond en termes de prix. Je vais passer un petit peu rapidement, mais en gros, ce qu'on voit bien sur ces données, donc, qui sont des crédits internationaux, vendus à l'international, donc les données écosystème marketplace. Les crédits les plus vendus, c'est globalement le secteur donc forestier et utilisation des sols. Ce que ça recouvre en réalité, c'est que ce sont essentiellement des projets de déforestation évitée et très minoritairement du reboisement, mais je vais en reparler après. Et que le deuxième bloc de crédits le plus vendu, ce sont des crédits liés aux énergies renouvelables, notamment hydroélectriques, qui sont issus de Chine, d'Inde, et qui sont aussi parmi les crédits les moins chers et les moins qualitatifs. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur les autres types de projets, mais voyez bien que selon le type de projet, on a des prix très divers et je vais revenir sur le volet agriculture plus tard. Voilà, et juste un point général sur ces types de projets, on a l'écrasante majorité des crédits qui sont en fait des crédits liés à des réductions d'émissions ou à des émissions évitées. À peu près, ça dépend des estimations, mais 90%, ça me semble raisonnable. Et seulement 5, 7, 10, selon les estimations, de crédits échangés qui relèvent du stockage de carbone. Il y a vraiment un gros potentiel de croissance sur ce type de projet-là, que ce soit stockage de carbone dans les écosystèmes ou stockage technologique. Là, simplement, j'ai mis un peu, c'est le même graphique, mais avec issu du rapport InfoCC, donc français, qui vient tout juste aussi d'être publié. Si vous ne l'avez pas encore lu, c'est très intéressant à regarder. Et donc là, le périmètre de InfoCC, c'est les opérateurs de marché en France. Donc c'est qu'est-ce qu'ont vendu des vendeurs de crédit français. Donc il y a beaucoup de crédits internationaux et puis un petit peu de crédits bas carbone. C'est pour ça qu'on va avoir des grandes disparités. Ce qu'on retrouve, c'est la même chose qu'au niveau international, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de crédits énergie renouvelable pas chers qui sont vendus, qu'ensuite les crédits forestiers sont ceux qui arrivent en second.
Et ce qu'on voit comme prix pour les projets agricoles, qui est énorme comparé à ce qu'on voyait sur le graphique précédent, eh ben, c'est dû au fait que cette fois, on inclut des crédits label bas carbone. Je vais revenir dessus. Donc, juste 2 mots sur ce rapport InfoCC, qui a comme grand résultat là, pour 2022, qui voit aussi donc, cette forte augmentation du nombre de crédits vendus, comme ce que voit le rapport Écosystème Marketplace. Donc, on le voit aussi au niveau français. Et on a aussi cette augmentation des prix, qui est plus faible, mais qu'on voit également. Le fait que le prix moyen des crédits vendus en France soit à 4,6 €, on comprend bien qu'en fait, l'essentiel des crédits vendus, ce sont des crédits internationaux. Sur justement ces questions de prix, j'ai juste récapitulé ici la différence des prix moyens entre les crédits vendus à l'international, les crédits vendus en France, donc on est autour de 4-5 € la tonne de CO2, et que, pour bien comprendre, qu'on ne se situe pas du tout dans la même fourchette de prix quand on parle des crédits label bas carbone. Et en tout cas, un constat commun selon ces différents périmètres, c'est quand même qu'on a des fourchettes de prix extrêmement variées. Parce que c'est un marché de gré à gré, c'est un marché où le porteur de projet, où un intermédiaire va contractualiser avec l'acheteur, et donc il n'y a pas de prix de marché comme sur les marchés carbone réglementaires. Ce qui peut influencer les prix, je reprends les facteurs qui ont été listés dans InfoCC de l'année dernière, la localisation des projets. Un projet, évidemment, dans l'Union européenne va coûter globalement plus cher, avoir des coûts plus importants que si c'est dans des pays en développement. Le type de la certification, la nature des activités, des projets. Donc on a vu sur les projets énergie renouvelable, globalement, c'est pas les crédits les plus chers. Le niveau de co-bénéfice, c'est-à-dire est-ce qu'on a un impact positif sur la biodiversité, l'eau, les autres impacts environnementaux et socio-économiques qui peut être valorisé, même si on a du mal à le quantifier aujourd'hui. Facteur très important, le volume de crédits achetés. Plus un acheteur va acheter, important qu'il va avoir le poids pour négocier, souvent avec des intermédiaires, le prix de ces crédits. Et moi, j'ai rajouté un point à la fin par rapport à cette liste. Le vintage, donc c'est comme ça qu'on appelle sur les marchés carbone volontaires l'année d'émission du crédit. Et il y a clairement une préférence qui est de plus en plus nette pour des crédits récents. Voilà, donc les crédits MDP, ça c'est pas amené à continuer à se vendre crédit Kyoto pendant très longtemps. Voilà, et donc j'ai juste fait un petit point à la fin là sur les différences entre projets agricoles et forestiers au niveau international et au niveau français sur le label bas carbone, pour bien vous montrer qu'on ne parle pas de la même chose, on ne parle pas des mêmes prix, pas des mêmes types de projets. Donc, je l'ai déjà évoqué un peu rapidement, mais au niveau international, les projets forestiers, ce sont des projets qui visent globalement à éviter de la déforestation. Ça, on voit un développement assez rapide dans les dernières années. Et puis, une toute petite partie, ce sont des projets de boisement et de reboisement, et notamment en Amérique latine. Et de plus en plus en Chine aussi. Il y a aussi des projets de gestion améliorée, mais on ne les voit pas vraiment parce que c'est trop petit pour qu'on les voit. Et puis, on a une catégorie agriculture à côté dans ce graphique et dont on peut se dire ah ben, c'est vraiment très peu, mais en réalité, c'est déjà nouveau qu'elle apparaisse. C'est-à-dire qu'avant, on l'a fusionnée avec l'utilisation des sols, etc. Et en revanche, il y a eu une énorme augmentation de ces projets. En Asie, encore une fois également, d'où la chute du prix là, entre 2020 et 2021. Et en fait, dû à l'arrivée de pas mal de projets asiatiques, je ne sais pas exactement dans les pays. Et beaucoup de ces projets, ce sont des projets qui vont être autour de la gestion des pâturages, donc une extensification, une meilleure gestion de l'élevage. Voilà. Si on compare ça aux catégories françaises, côté français, on va revenir dessus, mais les projets forestiers, ça va être des projets de boisement, de reboisement, de gestion forestière améliorée, donc transformation de taillis en futaie. Et puis côté agriculture, des projets liés à l'optimisation, la réduction des émissions liées à l'élevage, ou par exemple la plantation de vergers. Mais donc ça vous donne une idée un petit peu des différences de volume et des différences de prix
selon qu'on parle de ces projets au niveau international ou français, label bas carbone.